Salut à tous. Toutes bobines confondues se conjuguent au féminin en ce mois de mars. Deux réalisatrices, la première, Chantal Richard, a beaucoup tourné en Afrique noire et a souvent partagé ses envies de cinéma avec des documentaristes mauriciens. La deuxième, Fanny Glissant, productrice et réalisatrice à Maurice pour présenter les épisodes de la série Les Routes de l'esclavage. Fanny Glissant et Chantal Richard, deux voix fortes, deux regards de femmes pour des images qui restent. Le mort en éternel. Ce soleil qui disparaît annonce que la projection est sur le point de commencer. Nous sommes à l'embrasure. C'est ici que Fanny Glissant passera sa dernière soirée à Maurice. Sa semaine aura été riche. 3 projections de différents épisodes de la série Les Routes de l'esclavage et des débats sur un sujet encore très sensible. Tout cela a coïncidé avec les commémorations de l'abolition de l'esclavage à Maurice. La réalisatrice nous raconte ce qu'a demandé le tournage de sa série événement Les Routes de l'esclavage. Fanny Glissant, merci de nous accorder quelques minutes avant la projection, la 3e de cette série à Maurice. C'est comme ça tout le temps? Vous êtes entre des projections, entre des visites? Comment ça se passe? En fait, depuis la diffusion en France, on a beaucoup voyagé, ouais. On a beaucoup voyagé, mes co-réalisateurs et moi, à Bruxelles, au Portugal, bien sûr dans les Caraïbes, mais aussi à New York, à Miami, à Londres. Voilà, donc il y a vraiment, j'ai envie de dire, la diffusion qui a été faite, mais aussi l'accompagnement du film qui est important pour nous. C'est l'histoire d'un monde où l'esclavage a dessiné ses territoires et ses propres frontières. Un monde où la violence, la domination et le profit ont imposé leur route. L'esclavage n'a pas commencé dans les champs de coton. C'est une tragédie beaucoup plus ancienne qui se joue depuis l'aube de l'humanité. À partir du 7e siècle et pendant plus de 1000 ans, l'Afrique fut l'épicentre d'un trafic global. Nubiens, Peuls, Mandingues, Songhai, Soso, Akan, Yoruba, Ibo, Congo, Yao, Somalie, plus de 20 millions d'Africains ont été déportés, vendus et réduits en esclavage. Ce système criminel a façonné notre monde et notre histoire. L'ampleur de ce trafic est telle qu'il a longtemps été impossible d'en expliquer les mécanismes. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons remonter les routes de l'esclavage. Quand ça a été diffusé, c'était pas seulement un choc télévisuel, mais c'était un choc émotionnel aussi qui a provoqué beaucoup de réactions. Oui, ça provoque toujours des réactions et c'est très intéressant de voir la différence qu'il peut y avoir dans des pays qui ont été traversés par l'esclavage dans leur sol, j'ai envie de dire, et des pays qui ont été plus éloignés et qui pensent être à la périphérie de cette histoire. Donc c'est vrai que ça réveille les débats, mais j'espère aussi que ça panse les blessures et une certaine douleur pour les descendants d'esclaves de pouvoir raconter cette histoire. Les Routes de l'esclavage, 4 épisodes qui racontent plus d'un millénaire d'une horreur, d'un trafic humain, 25 millions de personnes concernées. Comment est né ce projet? C'est vraiment né d'abord d'une volonté de la chaîne française qui s'appelait Arte, qui avait déjà fait un projet autour des relations passionnelles entre les juifs et les musulmans. Et ils se sont dit qu'il fallait aussi un projet de grande ampleur. Voilà. Donc on a travaillé sur une réflexion et de se dire qu'on voulait raconter l'histoire de l'esclavage depuis son début. Enfin, l'histoire de l'esclavage des populations noires. Parce que l'esclavage a toujours existé, ça a toujours été une histoire humaine, hein, une histoire dès qu'il y a de la domination, vous pouvez être à peu près sûr qu'il y a des mises en esclavage. Et donc, on a commencé du 7e siècle jusqu'aux abolitions brésiliennes, c'est-à-dire 19e siècle. Et c'est un projet qui a fédéré une quarantaine d'historiens de par le monde, aussi bien en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe qu'aux États-Unis.
Et ça a été à peu près 180 personnes qui ont travaillé sur ce projet. On est 4 réalisateurs, un réalisateur qui s'occupait de l'animation, et 2 autres réalisateurs qui ont travaillé avec moi, Juan Gelas et Daniel Catier. Donc c'est beaucoup de monde, beaucoup de mobilisation. Il y a aussi 3 coproducteurs, un coproducteur belge d'un côté, un coproducteur portugais, parce qu'on pensait évidemment qu'il fallait, on va dire, collecter une parole multiple, de créer vraiment une sorte de chœur. Pas une vision qui serait justement une vision que européenne ou une vision que caribéenne ou une vision que africaine, mais une vision partagée où tout le monde pouvait dire son point de vue sur la traite et la mise en esclavage des populations africaines. C'est un élément qui revient souvent dans les entretiens que vous avez donnés, qu'on souligne, c'est le fait de devoir recentrer le regard. Oui, ça c'est surtout, c'était vraiment notre point de vue. Après, chaque historien, parce qu'il a une histoire particulière et un travail particulier, nous a éclairé un point un point du monde, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'on est parti dans 8 pays. On a été aussi bien au Caire qu'à Sao Tomé, qu'à Zanzibar, qu'à Londres, que dans les Caraïbes, qu'aux États-Unis. Et chaque historien était issu de cette terre particulière pour pouvoir nous raconter comment ces terres-là s'inscrivaient dans dans quelque chose de plus global. Il y a un aspect important qui est soutenu dans cette série, c'est l'aspect économique de tout ce processus. Et ça, c'est pas souvent que ça a été raconté, ça. Oui, comme on dit en anglais, follow the money. Et c'était vraiment ça, de comprendre d'où venait la demande de travail en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, pour construire les grands empires, on n'a pas de pétrole. Et ce qu'on a, c'est la force et les bras des hommes. Et donc on va utiliser les bras des hommes comme des objets et les réduire en esclavage. Et donc c'était comprendre d'où venait la demande de travail et quelle était la nature de cette demande. Et du coup, de dessiner les dynamiques économiques qui ont permis la mise en esclavage de plus de 25 millions de personnes. Oui. C'est à la base un peu du système capitaliste qui est remis en question de nos jours. C'est une façon aussi de ramener ces faits à notre société aujourd'hui. Oui, c'était vraiment ça, c'est-à-dire que de penser à l'accumulation de richesses et comment elle s'était constituée. Et c'est vrai qu'elle s'est constituée avec un des outils qui a été l'esclavage. Et de comprendre quels étaient les liens et quelles étaient les infrastructures qui avaient pu aider à mettre en esclavage et à réduire en esclavage autant d'hommes. Oui, c'était vraiment ça, notre préoccupation. Juste pour revenir 2 secondes sur le making-of un peu, il a fallu compiler beaucoup de documents, vous avez une équipe d'historiens, mais il fallait aussi trouver un chemin dans tout ce travail, parce qu'il y a une masse d'informations, et c'est pas un travail académique, c'est pas un travail, c'est pas un roman. Donc comment on procède à ce moment-là pour arriver à ces 4 heures qui ouvrent tellement d'autres portes aussi? Donc de toute façon, on voulait vraiment s'appuyer sur la parole des historiens, parce que les historiens, surtout les historiens sur l'esclavage, ils ont peu l'occasion de s'exprimer. Donc pour nous, ce film, c'était aussi leur tribune à eux. Et après, on a vraiment voulu, comme on dit, spatialiser l'esclavage, c'est-à-dire montrer sa dynamique géographique, comment il s'étend de l'Afrique pour après coloniser, j'ai envie de dire, oui, ou avoir un impact sur le Moyen-Orient, puis après traverser la mer, aller traverser l'océan Atlantique et aller jusqu'aux Amériques, et après rebondir sur tout l'océan Indien. C'était vraiment important de le comprendre dans son ampleur, dans son étendue et dans son côté global. Voilà. Le viol est une pratique courante. Une des histoires les plus marquantes à ce sujet est celle d'une jeune femme prénommée Celia. Celia vivait dans une petite ferme dans le centre du Missouri. Elle y est arrivée à l'âge de 14 ans. Et pendant 3 ans, elle a été violée et agressée sexuellement par son propriétaire. Elle a eu 3 enfants. Elle a fini par tuer son propriétaire et a été jugée pour meurtre là-bas dans le Missouri. Elle a été condamnée et exécutée parce que, conformément à la loi, elle ne pouvait pas se faire justice elle-même, étant esclave, même si personne ne contestait le fait qu'elle avait été violée. Nous sommes au pied de la montagne du Morne, qui est si symbolique pour tous les Mauriciens. Est-ce qu'à un moment donné, Maurice aurait pu être dans la série? Bon, on aurait beaucoup aimé, c'est-à-dire qu'on sait à quel point l'océan Indien est important, et surtout quand l'esclavage commence à
diminuer, on va dire, dans les Caraïbes, comment il y a une réponse qui est trouvée aussi pour les grands investisseurs dans l'océan Indien. Donc et cette histoire spécifique, parfois on a trop tendance à la calquer sur la réalité de ce que peut être l'expérience atlantique, alors qu'il y a une expérience complètement particulière dans l'océan Indien. Et c'est vrai que c'est un travail qu'on aurait beaucoup aimé, peut-être même un 5e épisode. Ça viendra peut-être dans un autre projet, sait-on jamais. Sait-on jamais, mais voilà, j'entends plein de choses et on se nourrit beaucoup de ces voyages aussi qu'on fait. Présenter ces films, c'est aussi rentrer en contact avec des populations, plus que des populations, des cultures, une façon de voir, une façon d'être au monde, et c'est vraiment très intéressant. Quand vous faites des projections où il y a des débats et des discussions, quelles sont les questions qui reviennent souvent, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu inédites par rapport à là où vous êtes ? Mais ce qui est toujours intéressant, c'est qu'avec les routes de l'esclavage, ça réveille toujours, on va dire, une perception plus locale et plus nationale. Et donc, dans chaque pays, le film est accueilli différemment et provoque des choses différentes. Donc, c'est aussi important que ça puisse être, comment dire, une clé qui ouvre les portes pour ouvrir un dialogue entre les gens. Un travail documentaire, il y a un attachement très personnel dans le projet. Et dans votre cas, par rapport à vos origines, vous avez découvert des choses, quel rapport vous avez entretenu avec ce projet ? Mais en fait, c'est une histoire qui est très difficile à communiquer, même à l'intérieur des familles qui sont pourtant issues de l'esclavage. Moi, étant des Antilles, il est à peu près sûr que je suis descendante d'esclaves. Et c'était très intéressant de voir que, par exemple, mon arrière-arrière-grand-mère, que je suis la 5e génération de femmes libres, on va dire, dans ma famille, et que mon arrière-arrière-grand-mère, elle arrivait en 1838 sur une petite plage de la Désirade, voilà. Et donc Marguerite est arrivée à ce moment-là, et ça, je l'ai découvert effectivement en travaillant sur ce film. La documentariste que vous êtes, aujourd'hui, il y a une multitude de plateformes, de productions, il y a des moyens colossaux qui sont mis à disposition de producteurs. Le documentaire, surtout ce type de documentaire, a encore un avenir pour raconter notre passé à tous. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est qu'il a, je pense, un avenir, parce que je crois que les gens, ils sont aussi intéressés comme ça. Un film, surtout des films documentaires sur des sujets importants, des sujets patrimoniaux, je crois que ça permet parfois aussi de changer un peu la vision des gens et changer un peu le monde à une toute petite échelle. Mais je crois qu'il faut continuer à croire que le documentaire peut être une façon de changer notre vision des choses. C'est votre dernière projection à Maurice. Vous reprenez l'avion demain pour Paris. Après, ce sera les États-Unis. Et après, vous avez d'autres projets, sans doute. Vous pensez travailler sur quoi, si on peut le savoir? Ce qui m'intéresse, c'est toujours de comprendre les rapports de domination et les rapports de violence entre les gens, entre les êtres humains. Voilà. J'imagine que m'intéresser à ça, c'est peut-être aussi une façon d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver une paix dans nos sociétés et de voir comment, avec la connaissance et l'éducation, on peut arriver à quelque chose de plus paisible entre les hommes. Ouais. Merci beaucoup pour ce temps, dans ce cadre paisible. Il fait très beau et c'est tant mieux. Oui. Bonne route. Merci et à beaucoup. Bientôt. Merci beaucoup à vous. Les esclaves étaient l'énergie essentielle, la force motrice de ces empires qui se mettaient en place. L'esclavage a joué un rôle déterminant pour la pérennité de l'empire musulman et pour son expansion. Même si tu es devenu un député, même si tu es député, tu es captif. Au total, 3,5 millions d'Africains ont circulé sur les routes de l'esclavage entre le 7e et le 14e siècle.
fragilisés et démunis qui se retrouvent justement aux mains des passeurs et qui vont aller juste travailler possiblement dans le Moyen-Orient et dans des conditions terribles. Les uns baissaient la tête et leurs visages se baignaient de larmes lorsqu'ils se regardaient les uns les autres. Un public varié, attentif, curieux et pas avare en question. Parmi les spectateurs, une villageoise, un peu la mémoire du morne, qui découvre une partie de son histoire. Ça documentaire là, qui a une réaction? Mon réaction, je dis bien bon, mon réaction, mais tout le monde besoin qu'on suive ça, pour faire un suivi à ça, pour connaître, c'est le monde une chance, c'est ça. Si nous besoin de des enfants qui peuvent arriver, peuvent grandir, nous montrer eux comment longtemps c'était, Esther, il n'est pas pareil. Oui, il me retrouve moins un peu plus ça dedans, parce qu'il n'a pas compris ça que je peux dire ça dans le film là. Si moi, je suis, je comprends ça dans le film là. Notre deuxième invitée, Chantal Richard, une réalisatrice française qui connaît bien Maurice. Elle s'est associée au Festival Ilcourt dès sa première année en 2007. Elle a aussi animé plusieurs ateliers. En 2018, elle était la marraine du festival et a présenté son dernier film, Ce dont mon cœur a besoin. Elle partage ce qu'elle a découvert de Maurice grâce au documentaire, un genre plus vivant que jamais. Alors Chantal Richard et le Festival Ilcourt, c'est une longue association, on va dire. À la limite, je dirais qu'il était même presque temps que vous en soyez la marraine. Oui, parce qu'en fait, c'est une longue association, mais c'est une longue histoire d'amour, en fait. J'aime ce festival, j'aime ce qui s'y passe, j'aime ce qu'on y voit, et j'aime l'idée qu'il y ait un festival de films indépendants, de courts-métrages, animation, documentaire, fiction, qui raconte ce qui se passe là et dans la zone tout autour. Vous animez comme atelier, notre histoire n'a pas d'image. En gros, le concept, c'est de pouvoir capter des histoires qui, en apparence, n'existeraient pas autrement. En fait, l'idée au départ, c'était de se dire, au fond, l'île Maurice est victime de son image touristique, publicitaire, ses plages, ses cocotiers, son temps magnifique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais bon, son soleil, tout ça. Et en fait, il y a des images de la vie quotidienne, des images du peuple, des images des préoccupations des gens qui ne sont au fond jamais racontées. Et de dire il y a des choses de ce pays qui n'ont jamais été racontées, en tout cas racontées par le cinéma documentaire, mais également par le cinéma de fiction. Donc on va créer une petite collection de courts-métrages et chaque année, 3, 4 personnes, ou tous les 2 ans, ça c'est des questions un peu de financement, vont mettre en œuvre un film documentaire sur quelque chose qui leur tient à cœur, leur vision de leur pays, leur vision de... Voilà, dans tous les domaines qu'ils souhaitent, mais leur vision à eux. Et petit à petit, on va constituer comme ça une collection. Notre histoire n'a pas d'image, qui va enfin donner une image à cette histoire. Brille, de Diane Nuto, l'un des projets de film documentaire développé par Chantal Richard en atelier et qui sera tourné cette année. La documentariste se nourrit de ces rencontres, de ces échanges. Plusieurs personnes se sont intéressées à cet art ici, sous forme de reportage. Mais peu sont ceux qui connaissent réellement ce que ces artistes vivent et ressentent. Pour la première fois, j'aimerais proposer de vivre l'expérience d'un jongleur du feu de l'intérieur. Inviter les autres à découvrir les moments d'émotion intenses vécus par l'artiste. Sa relation au feu, ce qui motive et fait vibrer. Ça vous a dit quoi finalement quand on fait un peu le bilan un peu de ces idées qui sont nées comme ça? Ça vous a dit quoi de Maurice? J'ai découvert des gens derrière ces vitrines. J'ai découvert aussi une histoire que je ne connaissais pas très bien, selon certains sujets. J'ai découvert l'histoire de Racine-Tatane, j'ai découvert l'histoire de Kaya, j'ai découvert plein d'histoires qui ont été racontées comme ça au cours des années et qui sont des histoires qui quand même sont peut-être connues ici mais sont très peu connues ailleurs. Donc voilà, et puis j'ai surtout rencontré des gens, des cinéastes et leurs personnages surtout.
Recherchant par ce film pourquoi les jongleurs de feu aiment tant leur art, j'espère en faire partager l'aspect esthétique et universel. En effet, de tout temps les hommes se sont approchés du feu et l'ont défié. Aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu dans... On était il y a 7-8 ans dans la phase où il n'y avait rien. On est dans la phase où les films sont là. Et un peu comme je l'ai dit à l'ouverture du festival, c'est toujours plus facile, entre guillemets, c'est très difficile, mais de faire les films. Et après, il y a le problème de les montrer, de les diffuser, c'est encore une étape à franchir. Mais je suis certaine parce que pour les 50 ans de l'indépendance de Maurice, on m'a demandé de choisir quelques films issus des ateliers qui ont été montrés le 8 octobre, là, il y a 2 jours, à Paris, dans un théâtre. Et je suis sûre que les gens qui les ont vus ont été ravis de les découvrir. Simplement, il faut travailler à ce que ces occasions se multiplient. Elle n'était pas enceinte quand j'étais là-bas. Je l'aurais vu. Et ce bébé, c'est un garçon ou une fille? Un garçon. Il s'appelle Djibril. Bonjour. Vous êtes Moussa Diago? Je comprends. Mais si je suis venue ici, c'est pour que vous m'aidiez à convaincre le père d'Aminata de ne pas la renvoyer du village. Quand vous n'êtes pas en atelier à Maurice, vous enseignez entre autres à la FEMIS, qui est l'école de cinéma à Paris. Comment ça fonctionne quand ça se passe à Paris? À Paris, on a la chance que l'atelier de scénario documentaire est sur une durée de 10 mois, donc c'est très long. À raison, les étudiants viennent 1 semaine par mois, mais ils travaillent sur leur projet dans les intercessions. On a la chance du temps, parce qu'en fait, c'est des ateliers de formation continue, c'est-à-dire les gens, la formation leur est payée par le travail qu'ils ont fait tout au long de leur vie. Et donc, du coup, on a le temps. Et ce qui est étrange, c'est que souvent, il ne suffit même pas pour écrire réellement un projet. Ces 10 mois ne suffisent pas. On arrive au bout de 8-9 mois, le projet commence réellement à trouver sa forme et à trouver son récit. Parce que le temps est un élément indispensable pour le documentariste et parfois on sous-estime son importance. On sous-estime l'importance du... D'abord, je pense que pour le documentaire, on sous-estime l'importance de l'écriture, l'importance de la préparation, ce que c'est que rencontrer des gens qui vont mettre leur visage sur un écran. Ça peut prendre 1 an de rencontrer un personnage avant qu'il soit possible de le filmer, qu'il ait envie d'être filmé. Donc il y a vraiment une composante du temps qui est très importante. Moi je sais que quand en ce qui me concerne personnellement, entre le moment où me vient l'idée et le moment où le film est fini, on est quand même toujours dans 2 ans, 3 ans, voire 4 ans de sa vie, ce qui est énorme. Ce dont mon cœur a besoin a été présenté lors du dernier festival Il Court. Le regard d'une femme attachée à l'Afrique et qui a suivi sur plusieurs projets un groupe de jeunes qui rêvent d'ailleurs. Alors mon film il se déroule au Sénégal, mais à 800 km de Dakar, donc on est très loin dans la brousse, à la frontière de Mauritanie, Sénégal, Mali à peu près, donc très loin des villes. Et il raconte lors d'un été l'histoire d'une bande de garçons. Ils ont entre 18 et 20 ans, ils sont encore en seconde, première ou terminale. Ils n'ont jamais quitté le village et ils ont, comme tous les jeunes gens du monde, envie de rencontrer le monde, de voyager. La seule façon qu'ils ont de le faire, c'est les réseaux sociaux et leur téléphone. Et donc je les accompagne dans leur découverte du monde ou dans leurs rêves pendant à peu près 1 mois et demi. Comment on fait pour repérer, pour trouver ces personnages quand on vit en France et que ça se passe au Sénégal? Parce qu'en fait, j'ai, j'allais dire, 2 grandes fidélités. Une dans l'océan Indien, où j'aimerais un jour faire un film, et une dans ce petit village d'Afrique, où j'ai déjà fait un long métrage de fiction. Et par exemple, les garçons que je filme aujourd'hui étaient des figurants dans ma fiction. Ils avaient 10 ans, aujourd'hui ils ont 20 ans. Donc ce n'est pas des gens que j'ai cherchés, c'est des gens que je connais, que j'ai vu grandir et que voilà, j'accompagne par les films de temps en temps. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Fin de cette 133e édition de Toutes Bobines Confondues. À bientôt. Salam.